Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast vitaminé autour de la maternité et de la sexualité après bébé. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque chaque mardi à la découverte d'un témoignage de maman qui se livre autour de son parcours de maternité. On se retrouve également un vendredi sur deux pour plonger dans l'intimité d'une maman qui nous raconte enfin, sans tabou, comment c'est la sexualité après bébé. Ici, vous entendrez donc des histoires de femmes et de mères qui vous permettront de vivre enfin une maternité apaisée et une sexualité libérée. Je vous souhaite à toutes une très belle écoute. Écouter son corps et redécouvrir ses sens pour retrouver du plaisir. Ne serait-ce finalement pas ça, le Graal dans la vie ? Dans ce nouvel épisode qui allie maternité et sexualité, je suis absolument ravie de partager avec vous ma conversation avec Chloé McIntosh. À travers son témoignage, Chloé, la fondatrice de l'application Kama, nous pousse à nous questionner enfin sur le sujet de la sexualité et du plaisir. Vaste sujet, oui, bien trop souvent réduit au rapport intime quasi automatique entre deux partenaires, centré sur la pénétration et trop souvent conclu par l'unique jouissance masculine. Alors justement, comment envisager le plaisir autrement ? Et quand on est enceinte, comment profiter de cette parenthèse pour re-questionner nos envies et pourquoi pas basculer nos habitudes ? Et puis finalement, qu'est-ce qui nous empêche de voir le sexe autrement ? Vous verrez, vous ressortirez peut-être de cet épisode un peu bousculé, voire même piqué, mais j'en suis sûre transformé pour aller explorer, pourquoi pas, de nouvelles possibilités. Je vous souhaite une très belle écoute. Coucou Chloé, merci beaucoup d'être aujourd'hui avec moi sur le podcast de Super Mama. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter ? Bonjour Lou, merci de me recevoir ici. Je suis Chloé McIntosh. Je suis française. J'ai habité à Londres pendant longtemps et j'habite maintenant à Ibiza. Et j'ai deux garçons qui ont maintenant 19 et 17 ans. Et ça Et fait à ouais. peu près, je dirais presque 20 ans que je suis dans l'aventure entrepreneuriale un petit peu. Alors justement, qu'est-ce que tu fais comme travail ? Qu'est-ce que tu as développé comme entreprise ? Alors, juste avant le premier lockdown de Covid, j'ai lancé en fait ma dernière start-up qui s'appelle Kama. Et c'est une plateforme d'éducation et d'exploration sexuelle qui est principalement aujourd'hui sous forme d'une application qui est sur Google Play et l'App Store. Et ouais, justement, c'est grâce à ça, on va dire, que je t'ai connue. C'est pour la petite histoire, j'ai écouté ton épisode sur le podcast de Génération Do It Yourself, où tu parles évidemment beaucoup de Kama, et j'ai adoré le concept, et j'ai adoré t'écouter. Donc, je suis hyper heureuse de t'avoir aujourd'hui sur Super Mama. Amazing, très contente. Ça a résonné avec toi. Bah ouais, c'est cool. Alors aujourd'hui, on va commencer cet épisode, on va parler un petit peu plus du côté personnel, on va dire, de ton histoire. Toi, quel type de jeune fille tu étais? Comment t'as rencontré, on va dire, l'amour? Comment se passait ta vie de jeune femme? Alors, j'ai grandi avec ma maman et ma sœur, donc dans un environnement de femmes, de filles, où on a vécu de façon, je dirais, assez intime dans la maison. C'était un tout petit appartement dans Paris, donc on a beaucoup partagé l'espace. Et j'ai pas eu vraiment d'éducation à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'ai pas eu de conversation vraiment sur l'amour, sur la sexualité, sur le plaisir, sur aussi la masturbation. C'est des choses que j'ai vraiment découvert un petit peu par hasard. J'ai découvert en fait le plaisir en faisant un exercice de gym où je faisais des Ok. exercices de jambes et là j'ai senti quelque chose qui faisait plaisir et c'est à ce moment-là que j'ai plus ou moins découvert le plaisir en tout cas au niveau de clitoris. Donc c'est vrai que c'est des moments complètement un peu inattendus où on se pose juste beaucoup de questions. Qu'est-ce que c'est, etc. Et où j'ai pas eu de réponse. Et donc finalement, pendant longtemps, j'ai pas connecté directement avec mon propre plaisir. Je me suis pas vraiment sentie invitée à m'explorer, à explorer mon corps. C'est quelque chose qui s'est développé dans mes 20 ans, plus tard en fait, quand je suis partie de la maison et que donc j'avais un peu plus d'endroits privés finalement pour moi-même, ce n'était pas le cas quand j'ai grandi. Et c'est à ce moment-là que je me suis un petit peu plus portée sur la question, que j'ai commencé un peu à m'interroger et à essayer d'explorer mon corps d'une façon un peu plus, avec un peu plus, une pensée plus directe là-dessus. Et ouais, je comprends bien. Et alors, la première fois, justement, que t'as ressenti ce plaisir, t'avais quel âge environ? Tu te souviens? Peut-être 13 ou 14 ans?
Ouais, d'accord. Et tu l'as vraiment gardé pour toi? Tu l'as même pas évoqué, par exemple, avec des copines, ta meilleure amie, des choses comme ça? Ah non, pas du tout. Mais Non. non. En plus, j'étais quelqu'un d'assez timide, avec un monde intérieur, une grosse imagination. Donc du coup, non, ça a pas percuté à ce moment-là. J'ai pas fait les connexions, en fait. C'était quelque chose que j'ai découvert, mais j'ai pas vraiment essayé de suivre derrière. Ça a pris pas mal de temps pour m'éveiller un peu ce côté-là. Est-ce que tu ressentais un sentiment de honte ou non? C'est juste que bon, bah voilà, tu posais. Je pense que je je pense pas que j'ai ressenti de la honte, mais je ressentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas discuté et il y avait forcément une raison. Je savais pas laquelle, mais c'est sûr que je me rendais bien compte qu'il y avait toute une partie qui n'était pas discutée. Et c'est quelque chose dont je me suis rendu compte aussi plus tard, dans la mesure où finalement, il n'y avait pas vraiment de sexualité exprimée dans mon milieu familial. Et ce que j'ai découvert à travers mon travail, c'est que la façon dont le sexe était exprimé, c'est-à-dire est-ce que le parent est à l'aise dans son corps? Est-ce que le parent se balade de temps en temps nu sans vraiment se présenter, mais juste sans cacher? On était assez, on était assez timides tous entre nous. On se couvrait de la serviette quand on sortait de la douche, etc. Donc tout ce qui était le côté un peu nudité déjà aussi était quelque chose finalement c'était pas quelque chose où je me sentais nécessairement à l'aise. Donc j'étais à l'aise avec mon corps, mais c'est pas quelque chose que dans ma famille où on était à l'aise avec ça. On était tous un petit peu prudes, on se cachait. Donc du coup, non, j'ai vraiment senti qu'en fait, toute cette partie-là ne faisait pas partie de mon environnement ou là où j'ai grandi. Ouais, 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 d'accord. Je pense que c'est d'ailleurs le cas pour beaucoup d'entre nous, hein, dans nos cultures. Et alors, tu découvres une sexualité ou un plaisir en solitaire, sûrement aussi en duo, une fois que tu atteins l'âge, on va dire, de la vingtaine. Comment ça se passe? Est-ce que t'as eu beaucoup de partenaires? Comment t'as fait cette entrée dans ce nouveau monde, on va dire? Ben, en fait, je me suis pas tellement portée sur la question, donc j'ai pas vraiment exploré mon corps à ce moment-là. Quand je suis arrivée à Londres, j'avais 21 ans. J'étais pratiquement seule dans la mesure où je connaissais vraiment pas la ville, je connaissais pas très bien l'anglais à ce moment-là. Je suis rentrée chez Norman Foster et je me suis vraiment focalisée sur ma carrière. Je me suis sentie dans une position unique de pouvoir rentrer dans un cabinet d'architecture comme Norman Foster venant de Paris, etc. Donc, je t'avoue que c'est pas quelque chose sur lequel je me suis portée jusqu'à finalement beaucoup plus tard dans ma vie où là, je me suis posé des questions beaucoup plus appliquées sur le sujet. Je pense que c'est quelque chose où j'ai accepté comment les choses se passaient. J'ai jamais eu d'histoire traumatique avec des hommes. J'ai pas beaucoup eu de partenaires pendant longtemps. Et parce que j'étais pas portée tellement là-dessus moi-même, c'était pas non plus quelque chose qui m'attirait énormément. J'avais pas un désir profond, sexuel, d'aller explorer. Ça m'est venu plus tard. Donc du coup, je disais, c'était assez docile finalement. Mes 20 ans, je ne pouvais pas avoir d'orgasme jusqu'à à peu près le milieu de mes 20 ans. Donc ça a été toute une recherche aussi par rapport à essayer de comprendre comment éveiller mon corps au plaisir. J'ai essayé d'acheter des vibrateurs, d'explorer différentes Mhm. façons. Et étant à Londres, seule, indépendante, avec maintenant ma vie à moi, j'ai pu commencer finalement à m'explorer, mais c'est pas la sexualité qui a été la première chose dans laquelle je me suis investie. J'étais dans un nouveau pays, avec un nouveau travail, dans un milieu complètement différent, et c'est vrai que c'est ça qui a plus absorber mon attention à ce moment-là. Ouais, 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 d'accord, ça se comprend bien. Et alors, à quel moment t'as basculé, on va dire, vers le monde de la maternité? Comment ça s'est passé pour toi, tes grossesses? Et est-ce que justement la sexualité a à ce moment-là peut-être eu une place plus centrale dans ta tête? Alors en fait, quand je suis tombée enceinte de Félix, qui a maintenant 19 ans, j'ai eu une sorte de réalisation sur laquelle je ne pouvais plus me masquer. C'était que mon corps se transformait j'avais jamais vu mon corps comme ça. En fait, j'étais assez mince, un peu sans vraiment de forme féminine spécifique.
Et quand je suis tombée enceinte, j'ai eu une très belle grossesse. J'ai vraiment adoré ce cycle de vie. Et j'ai eu de la poitrine, j'ai eu des hanches. Je regardais mon corps dans la glace et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce corps de femme qui sort de moi, qui est en train de Ouais. pousser en fait à l'extérieur? Et en plus, j'avais vraiment là un désir sexuel et qui n'était pas forcément porté sur quelqu'un d'autre. Je sentais simplement qu'il y avait une sorte d'éveil au niveau des hormones, au niveau de cette vie qui naissait à l'intérieur de moi et ça m'a éveillée complètement. Mais j'avais l'impression d'être une fleur qui s'ouvre complètement à tout. J'étais plus sensible, j'avais plus envie de choses, j'étais beaucoup plus en contact avec mes désirs. Il y a plein de choses qui se sont éveillées d'une façon naturelle. Et c'est à travers cette espèce d'éveil et cette réalisation de d'un point de vue, je dirais, plus physiologique, biologique, que les questions sur, alors, la sexualité pendant qu'on est enceinte, euh, comment moi réveiller, connecter avec mon corps, découvrir mon corps qui est en train de me poser toutes ces questions. Et c'est à ce moment-là, étant aussi en Angleterre, que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait nulle part pour trouver les réponses que je cherchais. Donc, je demandais autour de moi. Je faisais de la recherche sur l'Internet. Ouais. Je me suis vraiment portée sur la question. Je posais des questions que je pense des questions presque universelles et je Mhm. n'avais aucune réponse. Et c'est à ce moment-là que mon côté un peu business aussi s'est réveillé et je me suis dit, mais il y a une opportunité immense d'amener en fait de l'éducation sexuelle aussi pour les adultes, pour qu'on continue, nous, à apprendre aux différents cycles de vie, comment notre sexualité, comment le plaisir et le corps, la relation au corps, au centre de tout, vraiment, c'est la relation au corps, comment ça évolue dans nos cycles de vie et pourquoi personne n'en parle. Pourquoi personne Ouais, n'en parle. c'est ça Et la aussi les question. docteurs qui n'en parlent pas non plus, parce que moi j'ai été voir des obstétriciens, gynécologues en leur demandant des questions, et c'est vrai qu'il y avait absolument aucune information. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, il y a une opportunité. Et c'est aussi à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était bloqué parce que culturellement, on avait quand même beaucoup du mal à parler de ces choses-là. Et que d'un point de vue, je dirais, plus business technique, de pouvoir créer un business dans le monde du sexe, c'était quelque chose qui était très difficile à ce moment-là. Là, on est en Hmm. 2005, c'est le Ok. début d'Internet, il y a du porn partout, ça crée beaucoup de barrières. Et finalement, le sexe en ligne est vu un peu comme la chose à éviter Bien sûr. à tout point. Donc finalement, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ok, il y a une opportunité, mais c'est pas pour maintenant. Ah ouais, d'accord. C'est intéressant ça. Ouais. Et alors, est-ce que tu trouves quand même autour de toi des femmes qui te parlent aussi de leur intimité, qui se posent des questions? Est-ce que tu sens que c'est quand même un sujet qui nous concerne toutes finalement? Oui. Mhm. Ouais, déjà, je remarque énormément l'évolution parce que donc, ça fait 20 ans presque, hein, donc c'est quand même Ouais, une génération. c'est énorme. Et il y a eu une transformation à plusieurs niveaux. D'abord, il y a eu une évolution constante, je dis assez positive au niveau de la position de la femme, sur plein de niveaux, que ce soit professionnellement, dans la flexibilité, d'être mère aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup plus de choses qui sont acceptées par rapport à la, je dirais, la transition, mais aussi l'intégration d'une vie de famille par rapport à une carrière. Je pense qu'on est maintenant dans un environnement plus flexible avec plus d'options. Donc ça, c'est quelque chose d'énorme parce que quand on essaie de manager les deux, etc., le plaisir, la relation au corps, c'est pas quelque chose qu'on arrive à prioriser parce qu'on est déjà en essayant de continuer la carrière, d'être là, Et ouais, à la maison. Et pour moi, c'est vrai que ça a été quand même un challenge, hein. C'est-à-dire, je me rendais bien compte que j'arrivais jamais à satisfaire ni la maison ni le travail, hein. C'est-à-dire qu'on n'est jamais capable finalement, on peut pas gagner, hein. Il y a toujours quelque chose qui a l'air de payer pour l'autre. bien Donc, sûr. on rentre dans cette espèce de système un peu de culpabilité en tant que mère, hein, qui est quelque chose, je pense, qui nous suit presque toute notre vie. C'est-à-dire que maintenant, mes enfants sont presque adultes et j'arrive juste à me libérer un petit peu de cette culpabilité. Donc, je pense que c'est quelque chose qui reste pendant longtemps, de vouloir faire le mieux possible, hein, finalement, pour nos enfants et
quels sont les compromis à faire pour que ça puisse, pour qu'on puisse le faire. Donc aujourd'hui, je pense que les compromis sont plus adaptés à une vie plus équilibrée. Après, il y a eu les changements au niveau de l'identification, je dirais, de sa sexualité et l'ouverture des esprits au niveau de la fluidité de choix. C'est-à-dire que, bon, finalement, si on veut être avec des hommes ou avec des femmes, bah, c'est un choix personnel et puis on a le droit de changer d'avis et puis on a le droit de se poser la question et on n'a plus besoin d'être défini autant qu'avant par son choix de sexualité finalement devient quelque chose qui est très difficile pour nous de naviguer, etc. Aujourd'hui, maintenant, je pense qu'il y a plus de flexibilité à ce niveau-là. Et l'autre chose, je pense, c'est aussi la flexibilité au niveau des relations. Donc, de plus en plus, de l'ouverture d'esprit aussi autour de comment créer une relation qui est la nôtre, qui correspond à ce qu'on veut nous, qui n'est pas forcément des standards dans lesquels on est rentré pendant longtemps. Moi aussi, je suis rentrée finalement parce que je me suis mariée, comme je suis, ma famille était catholique, je me suis mariée dans une église d'une façon assez traditionnelle. Et je pense qu'aujourd'hui, ça ne me viendrait pas à l'idée de le faire comme ça, en fait. Donc, j'avais un certain nombre de choses qui étaient un petit peu comme un conditionnement que j'ai continué. Après, c'était pas des choses mauvaises, hein, pas du tout, c'est des choses positives, mais quand même conditionnées par mon environnement et mon éducation, plus que des choix vraiment personnels. Donc, je pense qu'il y a d'où l'ouverture d'esprit au niveau de la sexualité, de l'ouverture d'esprit au niveau des choix personnels et des types de relations. Et du coup, effectivement, dans mon travail, j'ai beaucoup de femmes et d'hommes et des personnes qui s'identifient différemment également, qui viennent me voir et naturellement qui me parlent de sexe, parce que forcément, quand tu sais ce qui est intéressant avec la conversation de la sexualité, c'est quand tu la commences, ben, elle s'arrête plus. Parce qu'en fait, les gens, ils veulent en parler, ils veulent Ouais. apprendre, on a envie d'apprendre, on comprend bien qu'il y a quelque chose là pour nous à évoluer, et c'est dans le partage que finalement, c'est ce qui manque, comme il y a beaucoup de honte autour de la sexualité, qui manque le plus, c'est le partage, c'est le témoignage de chacun, c'est se rendre compte que ton problème, c'est mon problème, que Mhm. je suis pas finalement un produit qui est problématique. Hein. On a tous des choses à comprendre à propos de nous-mêmes à travers la sexualité, et c'est plus une investigation personnelle de qui on est et de ce qu'on veut dans la vie. Quand on se connecte au corps, on commence à avoir cette relation, je dirais, plus harmonieuse avec nos désirs, avec notre personnalité. Et ça peut vraiment avoir un impact positif sur beaucoup d'aspects de notre vie. De commencer cette recherche personnelle sur notre sexualité, ça a un impact qui va au-delà du plaisir lui-même, finalement. Oui, ça ruisselle finalement sur les autres pans de notre vie. C'est ça qui est ultra intéressant. Et justement, est-ce que toi, après tes grossesses, tes deux maternités, qu'est-ce que ça a changé en termes de plaisir? Est-ce que tu te sentais peut-être plus accomplie, plus assumée? Est-ce que tu avais d'autres envies? En quoi vraiment la maternité a joué un rôle sur toi, ta façon de voir les choses? Alors, ça a été vraiment l'éveil par le corps, de me rendre compte que je vivais beaucoup dans ma tête. J'étais assez cérébrale comme personne. Pendant longtemps, je me suis dit que c'était vraiment mes capacités intellectuelles qui définissaient mon succès, mon parcours. Et les grossesses m'ont descendu dans le corps. C'est-à-dire que je me suis vraiment éveillée à plein d'autres choses différentes. Et donc, pour moi, ça a été une transformation, je dirais, à l'échelle humaine, plus spécifiquement que quelque chose lié à la sexualité elle-même. Bien entendu, ça a été quelque chose qui s'est beaucoup plus ouvert. Et je dirais que la, la transformation principale pour moi, ça a été de connecter avec moi-même, c'est-à-dire d'avoir beaucoup plus d'assurance, de confiance sur qui je suis et mes capacités. D'être mère, je me suis sentie un peu comme une superwoman, quoi. J'avais l'impression d'avoir des pouvoirs magiques. Et du coup, ça m'a donné plus d'aplomb dans ce que je faisais. Ça m'a permis de faire des choix personnels aussi, de choisir moi, parce que maintenant j'avais un enfant. Donc ça a un petit peu changé la perspective sur la direction de la vie et comment aussi approcher ma carrière. Et c'est vraiment en fait après, quand je me suis séparée de mon mari vers les 2015, j'ai eu un burn-out quand je créais Med.com après voilà, un certain nombre d'années.
j'ai décidé de sortir de la boîte parce que j'étais complètement burn-out. Et c'est en fait dans cette expérience où ma vie s'est un peu écroulée et j'ai vraiment touché le fond, mon fond, à travers la fatigue d'abord, hein, c'est-à-dire la fatigue d'être dans le stress tout le temps, donc tirer sur la corde, le système nerveux qui est pas régulé, qui est tout le temps en fright and fight. Et c'est à ce moment-là que je me suis plus portée à, je dirais, ben il fallait que j'arrête finalement. Il fallait que je fasse un reset, que je me porte un petit peu à cette question. Et c'est à ce moment-là que je suis allée dans une clinique holistique en Espagne qui s'appelle CHA. Et c'est là où finalement ma vie a tourné. C'est là où vraiment j'ai compris que il fallait que je me porte sur mon corps d'une façon beaucoup plus approfondie. Et c'est là où j'ai commencé vraiment la recherche sur le plaisir. C'est à ce moment-là que j'ai compris aussi les bénéfices, je dirais, les avantages du plaisir sur notre bien-être, hein, au-delà de la sexualité avec un autre. La sexualité en tant qu'expérience personnelle avec soi-même, qui je suis comme personne sexuelle, comment définir mon expression, comment découvrir le plaisir, qu'est-ce qu'il y a finalement entre moi et mon plaisir, donc les traumas, les blocages, les histoires qu'on s'écrit sur qui on n'est pas capable d'avoir cet orgasme, on n'est pas capable de faire ça. Donc penser on est finalement affecté par ces manques et réparer les relations avec le corps et commencer vraiment, je dirais, le côté plus pratique de l'expérience de la sexualité qui est quelque chose qui ne m'était jamais venu à l'idée. C'est-à-dire que parler du sujet, c'était une chose que sur lequel j'avais commencé. Maintenant, j'avais des connaissances, mais c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu une sorte d'épiphanie en me disant, non, c'est en changeant ma relation au corps à tout moment, en ayant des habitudes différentes, en changeant finalement mon approche à plein de choses, que j'ai transformé et que j'ai réussi finalement à avoir une relation de vie qui était par le corps et beaucoup moins finalement dans ma tête. Et c'est à ce moment-là que tout s'est ouvert pour moi. Et c'est à ce moment-là aussi que l'idée de Kama s'est concrétisée, où j'ai compris, OK, en fait, ce qu'il faut, c'est que j'aide les gens à trouver des pratiques qui peuvent les reconnecter à leur corps, que ce soit des toutes petites choses ou des choses plus importantes. Des toutes petites choses, ça peut être une pratique où tu te réveilles le matin et avant de sortir de ton lit, tu te donnes une sorte de câlin matinal, tu te touches, tu t'embrasses, tu te demandes comment ça va. Et tu te poses la question de aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Quelle expérience sensorielle me ferait du bien, que ce soit s'attacher plus quand on mange, choisir de voir quelqu'un, choisir de faire quelque chose qui nous fait plaisir, et d'être beaucoup plus consciente finalement autour des choses reliées au plaisir. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le plaisir quand il est là, parce que je suis avec quelqu'un, et du coup, ben, je reçois le plaisir, et ben, de me dire non, le plaisir, c'est une façon de vivre. C'est une opportunité d'ouvrir mon corps de façon plus intentionnelle vers les choses qui me font du bien et utiliser cette approche pour créer de l'équilibre dans mon corps et évidemment manager le stress, manager les stimulations excessives et trouver cet équilibre en étant plus en connexion avec mes sens finalement. Ouais, c'est ultra intéressant de remettre comme ça les sens, je trouve, au centre de notre vie, que ce soit bah, le toucher, l'odorat, voilà, qu'importe, mais de se faire plaisir à travers l'exploration de ces différents sens, c'est primordial et c'est vrai qu'on prend tellement peu le temps de le faire dans des sociétés où on est toujours ultra occupé, ultra pressé, ultra stressé. Et je trouve que voilà de donner la place au corps plutôt qu'à la tête,
C'est quelque chose qu'on devrait tous penser à faire plus souvent. Mhm. Ça, c'est sûr. Et alors, quand tes enfants, du coup, sont nés, ils ont grandi, est-ce que tu as changé, toi, des choses que tu avais connues en tant que petite fille, que tu as faites différemment, par exemple, en termes de nudité? Est-ce que tu avais, du coup, plus enfin, est-ce que tu te baladais, un peu nu en sortant de la douche, et des choses comme ça que toi, tu n'avais pas forcément connues en tant qu'enfant? Ouais, tout à fait. En fait, je me suis rendu compte que la nudité, c'est un conditioning et un conditionnement énorme. C'est-à-dire qu'on a de la honte par rapport à être nu devant des membres de notre famille, qui est censé être les personnes avec lesquelles on est le plus en sécurité. Je pense que sous cela, il y a un trauma de société énorme qui n'est pas adressé et donc il continue à nous intoxiquer la vie. Finalement, c'est l'idée de l'inceste, c'est l'idée de l'abus dans le milieu familial, qui est un trauma qui a presque toujours existé, qui existe à tout niveau de la société et même si dans beaucoup de familles, c'est quelque chose qui est pas du tout, c'est pas du tout un danger existant, je pense qu'il y a il y a un côté un peu psychologique de la chose qui fait qu'en tant que parents, on est un peu parano, on ne veut pas provoquer des choses, on veut protéger l'enfant de son éveil du plaisir à travers voir ses parents, par exemple, parce que ça sera le premier corps nu probablement que les enfants voient. Donc moi, j'ai complètement déconstruit ça. Je me suis dit, bah non, le corps, on est né comme ça. Si on commence pas à l'accepter, bah ça va jamais se faire plus tard. Donc le but pour moi, c'était pas d'être toute nue tout le temps devant eux. C'était de ne pas me cacher quand j'avais besoin de me changer, de me mettre dans le bain et de ne pas créer en fait une sorte de clash à ce moment-là où il y a un peu de honte, un peu de gêne, on se couvre. S'ils arrivent dans ma chambre, je me couvre pas. Ils arrivent, ils passent. Je me mets pas forcément en face d'eux, mais j'ai essayé de normaliser simplement le fait que l'état nu est un des états de vie familiale. On peut pas Ouais. l'éviter. C'est à la maison qu'on s'habille, voilà, c'est comme ça, on prend son bain. Donc forcément, on a des moments de nudité. Et donc à ce moment-là, ça a été vraiment d'essayer moi d'avoir cette expérience où effectivement il y a des moments où je me suis posé la question est-ce que je devrais arrêter, etc. Mais j'ai jamais eu le sentiment que ça crée quelque chose de négatif. Donc j'ai toujours eu cette approche. Et aujourd'hui c'est un peu pareil, hein. Mon fils et moi, on est allés se baigner à Ibiza l'autre jour. On était nus, on était assis sur un rocher à discuter. Il a 19 ans. Bon, voilà, peu importe en fait. Et en fait, je pense que ça nous amène une sorte de relaxation en plus. Ça crée une sorte de réseau où on est capable d'être suffisamment ouvert, suffisamment honnête, parce que justement, il n'y a pas de honte là-dessus. Après, je pense que c'est quelque chose de très personnel, en fonction du milieu culturel, en fonction de l'expérience que chaque personne a eue. Par exemple, si quelqu'un était dans un environnement où il y avait trop de nudité, il n'y avait pas assez d'espace privé, ils ne sont pas justement trouvés, ben, dans leur vie, ils vont peut-être avoir une approche différente. Le plus important, c'est, je pense, de ne pas conditionner l'enfant avec de la honte. Donc, comment faire pour que même autour de quelque chose aussi simple que le corps nu, comment ne pas conditionner de la honte auprès de l'enfant pour que eux, ils n'aient pas cette rejection de leur corps comme quelque chose qui est pas bienvenu ou qui doit être caché ou qu'il y a quelque chose. Et surtout, je pense, le problème principal autour de la sexualité qui est lié à la nudité, c'est que quand on évite de voir les organes sexuels faisant partie du corps, ben, on sexualise les organes sexuels d'une façon finalement qui est plus naturelle. C'est-à-dire qu'on dit que simplement les tétons et les organes sexuels, c'est le sexe. Et que donc, si on couvre ça, c'est pas sexuel, mais si on le découvre, c'est sexuel. Et c'est ça le problème, parce que ça, c'est pas le cas. Le corps est pas juste Ouais. sexuel. Les organes sexuels ne sont pas juste sexuels. Ils sont aussi là pour faire pipi, pour être. Ça fait partie juste de notre anatomie. Et je pense que c'est Bien ça le sûr. problème profond, c'est qu'on est complètement conditionné par cette idée que ce qui est sexuel, c'est les organes génitaux. Et Ouais. ça crée des problèmes au niveau de la sexualité dans la mesure où on pense que pour le plaisir, il faut stimuler les organes génitaux et on oublie
que tout le corps est une zone érogène, que tout le corps s'éveille et qu'avant d'aller vers les organes sexuels, il y a tout un travail de découverte, de connexion à faire sur l'ensemble du corps. Et ça se transmet beaucoup au niveau de la masturbation, où finalement les gens vont directement sur les organes sexuels, vers de la stimulation directe, et essaient d'avoir un orgasme de cette façon-là, plutôt que de découvrir le plaisir. C'est-à-dire, le plaisir, il y en a un peu partout finalement. Et ouais, carrément. Et justement, bah, c'est ce que vous transmettez sur Kama, hein, ton application que tu as créée en quelle année déjà? J'ai commencé en 2009 et j'ai lancé en 2020. Ah ouais, ok, donc des années de travail, de recherche en amont avant le lancement, c'est ça? Ah oui, beaucoup de recherche et la recherche continue parce que c'est un sujet où j'arrête jamais d'apprendre finalement. C'est tellement vaste. Et oui, oui, j'imagine. Et alors, qu'est-ce qu'on y retrouve sur cette application? À qui elle s'adresse exactement? Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Ouais, alors au départ, si tu veux, j'avais eu cette idée en me disant, voilà, le plaisir, c'est une modalité pour le bien-être. Donc on pourrait méditer, c'est bien, tu t'assois comme ça, on t'a expliqué comment faire, tu fermes tes yeux, tu bouges plus, tu focalises sur ta respiration et puis tu essaies de pas penser. Ben, c'est pas facile pour beaucoup de gens hein, de faire comme ça. Donc moi, je me suis rendu compte que quand tu étais en contact avec ton corps, quand tu touches, quand tu respires, quand tu te sens bien, ben, tu es présent finalement. Donc ça s'appelle, c'est une sorte de modalité où on utilise les sens, le plaisir pour être présent. Et au départ, c'était un petit peu le suivi de ce qu'est-ce que c'est le bien-être sexuel, comment intégrer le bien-être sexuel dans notre bien-être général, en sachant on s'est beaucoup apporté au bien-être physique, on a compris l'exercice, comment manger mieux, etc. Maintenant, on porte de l'attention sur le bien-être mental, hein, comment améliorer notre façon de penser pour essayer d'avoir moins de stress, etc. Et finalement, le bien-être sexuel était une autre zone d'investigation, de recherche qui peut contribuer à notre bien-être. Donc au début, c'était cette idée-là. Et quand j'ai lancé la première version de Kama, je me suis rendu compte que cette idée de bien-être sexuel, mais personne ne comprenait ce que ça voulait dire. C'était une idée finalement qui restait extrêmement nouvelle et que donc, à la base de tout, ce qui nous manque avant tout, c'est l'éducation. C'est que la plupart des gens, ils n'ont pas les bases. On nous a jamais vraiment donné une éducation intelligente en tant qu'adulte. On arrête d'apprendre. On apprend un petit peu au début et ensuite on se dit, ben, c'est le sexe avec les autres, finalement, qui vont m'apprendre la sexualité. Et on Ouais. oublie complètement de se poser la question, et même parfois dans des relations longues, on n'a pas de conversation finalement construite là-dessus. Donc, on Mhm. continue de faire plus ou moins ce qu'on pense fonctionne et c'est comme ça que notre vie sexuelle évolue d'une certaine façon, de façon organique. Donc, Mhm. l'idée avec Kama, c'était de créer en fait une ressource, une sorte de librairie de contenu qui adresserait toutes les questions liées à la sexualité, que ce soit mon anatomie du plaisir, comment ça fonctionne, quelles sont les différentes parties de mon anatomie, et pourquoi certaines parties de mon anatomie sont faites comme ça, quels sont les processus en fait sur lesquels pour essayer de favoriser en fait le plaisir à travers l'anatomie, en comprenant son corps, on peut finalement trouver plus de plaisir. Mais c'est aussi des méditations guidées pour se masturber différemment, apprendre comment utiliser la respiration, activer le périnée pour créer plus de plaisir, plus de présence, aussi avoir une expérience, je dirais pas simplement autour de l'orgasme et de chercher l'orgasme, mais plus comment le plaisir finalement nous permet d'ouvrir le corps sur d'autres choses, de nous découvrir nous-mêmes. Ça peut être des cours sur comment donner un blowjob, comment utiliser ses mains, comment explorer les seins, comment créer plus d'intimité pendant le sexe, comment avoir une conversation je dirais, plus évolué sur le sexe. Hein. Donc, quelles sont les questions qu'on peut se poser en tant qu'individu, en tant que couple. Donc, c'est vraiment toutes les questions que je reçois, je les transforme en vidéo ou audio qui permettent finalement de connecter avec la réponse à travers des exercices, des méditations, des tutoriels
On a aussi toute une partie communautaire où les gens peuvent demander des questions qui permet aussi pour moi de capturer en fait un certain nombre d'informations qui ont de la valeur dans mon application. Donc aujourd'hui, l'audience principale est entre, je dirais, 35 et 45. J'ai à peu près la même homme-femme, c'est divisé exactement, un peu plus d'hommes. Euh, Ok. Quelque chose qui a été pour moi une volonté très particulière dès le début, parce que bon, j'ai aussi deux garçons, donc j'avais un peu ça dans la tête, mais j'ai jamais vraiment voulu créer quelque chose spécifiquement pour un type de gens. Je pense que on va réparer notre relation à la sexualité quand on la réintègre dans tout. Pas quand on la prend de côté, on essaie de l'étudier derrière une porte en se posant des questions. Quand on en parle, finalement, dans tous les milieux. Hier, j'ai été à un dîner d'entrepreneurs tech, etc. Ils m'ont invité pour parler de ce sujet. Bon, ben, c'est pas du tout le genre de sujet en général qu'ils discutent. Mais du coup, on a eu une conversation super intéressante avec beaucoup de gens finalement qui ont envie de connaître et de savoir plus. Et donc, je pense que ma mission vraiment, c'est d'amener cette conversation dans les endroits où en général, t'en parles pas. Parce que je pense que c'est comme ça que les choses vont se réparer. Et donc, je fais pas vraiment de choix au niveau du sexe. Je fais pas du choix au niveau de l'âge. C'est 17 plus à 70 ans, mon application. C'est pour n'importe qui a une question sur le sexe finalement. C'est génial parce que c'est du contenu qui est hyper concret, qui parle à tout le monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des tutos pour tout et pour rien, mais pas forcément pour le sexe. Donc c'est vrai que les gens, du coup, s'inspirent, on va dire, ou trouvent une certaine norme dans tout ce qui va être porno. Mais là, d'avoir vraiment des contenus qui soient sourcés, bien faits, qui soient concrets. Et le fait que maintenant, voilà, tu puisses en parler, même dans des cercles qui, de prime abord, voilà, n'étaient pas forcément là pour parler de ça, je trouve que ça montre quand même une réelle évolution. Et ça montre que malgré tout, ça avance et que le sexe maintenant fait vraiment partie des sujets dont on peut parler de manière. Je pense que ça arrive doucement, mais c'est vrai que c'est un des avantages que j'ai, c'est que je viens pas de ce milieu-là. Je suis probablement plus similaire à toi, je suis probablement Mm. plus similaire à Matt Stéphanie, et du coup, j'arrive à créer un pont Oui, entre des gens qui se poseraient pas forcément la question, mais qui se posent plein de questions intéressantes sur leur vie et qui ont envie d'évoluer, etc. Et parce que je viens plus d'un milieu qui ressemble au leur, j'arrive à amener une information qui sinon n'arriverait pas dans ces milieux-là finalement. Donc ça a été pour moi l'avantage en fait de découvrir et j'ai l'impression parfois d'être juste quelques années en amont de la plupart des gens à qui je parle finalement. c'est ça, t'as une vraie longueur d'avance et c'est ça qui est top. Donc je pense que Kama a vraiment de belles années à venir. Dernière question, Chloé. Ici, c'est vrai qu'on a beaucoup de futures mamans qui nous écoutent. On sait que la sexualité, ça peut faire peur pendant la grossesse, après l'accouchement aussi. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil à ces femmes pour justement se reconnecter à leur sens et vraiment profiter peut-être de cette interlude de la maternité pour se poser les bonnes questions sur la sexualité? Alors, je dirais que si j'étais enceinte encore de nouveau là aujourd'hui, avec ce que je connais, je pense que j'aurais une expérience encore plus merveilleuse de la grossesse, dans la mesure où la grossesse est agréable, hein, parce que pour beaucoup de personnes aussi, c'est quand même une période où on se sent pas très bien. Le plaisir, c'est pas forcément ce à quoi on pense, parce qu'on est déjà en train d'essayer on est fatigué, donc c'est pas forcément ce qu'on a dans la tête. Mais je pense que le plus important, ça serait la connexion au corps. Sont vraiment de passer du temps avec son corps, de s'huiler, de se crémer, de massager son corps, d'avoir un traitement régulier peut-être avec un thérapeute qui peut venir faire du toucher ou demander à si on en a un, à son partenaire d'avoir des sessions où le but est plus d'être capable de recevoir le plaisir. C'est-à-dire que sur l'application, j'ai des modalités de couple où un partenaire, en fait, son attention est portée sur éveiller le corps de son partenaire au plaisir. C'est-à-dire que là, ça peut être sensuel, ça peut être sexuel, mais le but n'est pas d'avoir du sexe d'une façon traditionnelle avec la pénétration. C'est plus, on va éveiller son corps, on prend chacun
le tour. Donc, pendant 10 ou 20 minutes, moi, je te touche, je te caresse, je t'éveille, je te demande ce que tu aimes, je te stimule, je te donne du plaisir et toi, tu reçois purement ça. Et après, tu peux faire la même chose à ton partenaire, tu le caresses, tu lui donnes du plaisir, tu découvres son plaisir. Et quand on commence un petit peu à prendre une habitude, à traiter le plaisir comme une activité en elle-même, donc il n'y a pas besoin d'avoir un point, une raison, hein, c'est juste le plaisir pour le plaisir. C'est finalement à ce moment-là que tout peut s'ouvrir pour nous. Parce que là, on a une permission très unique d'être dans le plaisir sans avoir à retourner la faveur, sans avoir à aller vers quelque chose. Et c'est dans ces moments d'intimité qu'on peut vraiment s'ouvrir, que l'énergie peut bouger d'une façon beaucoup plus libre. Et je pense que pendant la grossesse, d'avoir toutes ces hormones de plaisir qui aussi vont aller dans le bébé, qui vont nourrir le corps. Parce que quand on a du plaisir, on a un grand nombre de choses qui se passent dans le corps. Le corps va en état de homéostasis, hein, c'est-à-dire de balance. On a plein d'hormones qui commencent à se libérer dans le corps. Et ça, c'est bon pour le bébé aussi. Et ouais, carrément. Et bah écoute, merci beaucoup pour tout ce partage. C'était hyper inspirant. Et ça donne vraiment envie de réfléchir à tout ça, de se pencher sur la question et évidemment de télécharger Kama. Donc merci pour tout, Chloé. C'était un plaisir de t'avoir. Et puis bah, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. À très bientôt. Un immense merci à Chloé pour ce partage que j'ai adoré recueillir. Une belle façon de voir le corps, d'appréhender le plaisir et puis d'imaginer une autre façon de nourrir son désir. J'espère vraiment qu'il vous aura plu et qu'il aura pu vous aider à réfléchir. Si vous souhaitez découvrir et tester la génialissime application Kama qu'a créée Chloé, je vous glisse un lien en description de l'épisode qui vous permet de profiter de 50% de réduction. Vraiment ça vaut le coup, alors foncez. On se retrouve dès demain pour le 4e épisode de cette semaine de rentrée qui est juste folle. Je vous dis à très vite et je vous embrasse évidemment. Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous avez hâte d'entendre de nouvelles histoires de Super Mama, je vous invite à vous abonner au podcast. Cela vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochains témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour échanger et partager. Et puis pour celles qui souhaitent nous raconter leur super récit de maternité ou de sexualité, vous pouvez m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite dans les notes de cet épisode ou encore me faire un signe directement sur Insta. C'est évidemment avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Time don't fool me no more.